En juin 2026, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renvoyé à Varsovie par coursier la plus haute distinction d'État polonaise, l'Ordre de l'Aigle blanc. Il l'avait reçue en reconnaissance de sa défense de l'Ukraine contre l'invasion russe. 3 anciens présidents ukrainiens ont rapidement suivi le mouvement, ainsi que les chefs de plusieurs ministères clés, en rendant eux aussi leur distinction polonaise. Puis, en juillet, un différend historique vieux de 80 ans est officiellement arrivé au Parlement européen, cette fois dans le cadre du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Voici 2 pays qui jusqu'à très récemment étaient considérés dans le monde entier comme un modèle de solidarité, la Pologne et l'Ukraine. Aujourd'hui, cependant, ils traversent leur crise la plus profonde dans leurs relations bilatérales depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui pourrait provoquer une telle rupture entre des alliés au beau milieu de la plus grande guerre en Europe depuis 1945 ? 3 lettres. UPA. Pour beaucoup d'Ukrainiens, c'était une formation qui a mené une guerre de guérilla contre l'Union soviétique pour un État ukrainien indépendant jusqu'au milieu des années 1950. Pour les Polonais, c'était la formation responsable du génocide d'environ 100 000 civils polonais entre 1943 et 1945, dont la plupart n'ont toujours pas de tombe. Le différend a éclaté au grand jour il y a un peu plus d'1 mois, lorsque le président Volodymyr Zelensky a donné à une unité militaire d'élite le nom honorifique de héros de l'UPO. De quoi s'agit-il exactement dans ce conflit et pourquoi est-il si important pour les 2 nations ? C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, je souhaite débuter sur une note personnelle et vous parler sincèrement. Il aurait été plus facile pour moi d'éviter simplement ce sujet. C'est un sujet tellement sensible et complexe, ce qui explique aussi pourquoi cet épisode est si long et les émotions qui l'entourent sont si intenses qu'en parler donne l'impression de marcher sur un champ de mines, surtout lorsque le scénario est écrit par un Polonais. Et pourtant, étant donné à quel point je suis proche du sujet, il serait malhonnête de ma part de rester silencieux plutôt que d'essayer de le présenter de manière équitable. Je n'échapperai pas aux accusations de partialité en raison de ma nationalité. Mais si vous nous suivez depuis des années, je crois que vous vous êtes déjà fait votre propre opinion sur notre fiabilité et nos standards moraux. Donc, avant d'aborder ce sujet difficile, un point doit être clarifié. Dans des affaires comme celle-ci, l'honnêteté d'intention est l'une des choses fondamentales qui séparent la propagande d'une tentative de recherche de la vérité et malgré les chapitres les plus sombres de l'histoire, de construire des ponts. Je crois que tous ceux qui nous suivent savent que notre position sur la défense de l'indépendance de l'Ukraine a toujours été parfaitement claire. Nous avons produit des centaines de vidéos sur la résistance héroïque du peuple ukrainien. L'invasion russe est au fond une campagne criminelle motivée par les pires instincts humains. Une tentative de répandre, de préserver et d'exporter un système profondément corrompu, cynique et une insulte à l'humanité. C'est pourquoi la lutte des Ukrainiens qui se défendent contre, je cite, l'invasion du mal, a ému des millions de personnes à travers le monde dès le premier jour. Les guerres sont rarement aussi moralement claires, avec l'agresseur et la victime aussi clairement identifiables. Cela a également ému des millions de personnes dans le pays le plus proche géographiquement de l'Ukraine, la Pologne, qui est venue en aide à l'Ukraine le 24 février 2022. Nous y reviendrons plus tard. Mais la justesse du combat de l'Ukraine sur le champ de bataille ne peut pas occulter la vérité dans d'autres domaines, y compris la vérité historique. Ces 2 positions ne sont pas contradictoires. Il est tout à fait possible de soutenir la résistance de l'Ukraine tout en attendant également une confrontation honnête avec un passé difficile. Pour tous ceux qui veulent comprendre l'essence du différend polono-ukrainien, commençons. La crise polono-ukrainienne a véritablement éclaté le 26 mai 2026, lorsque le président ukrainien a signé le décret numéro 440 accordant au Centre Nord des opérations spéciales, une unité distincte des forces d'opération spéciales de l'Ukraine, et à la demande de l'unité elle-même, le nom honorifique de héros de l'UPO. Le décret mentionnait, je cite,
la restauration des traditions historiques des forces armées nationales, ainsi que la contribution de l'unité à la défense de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'Ukraine. La veille, Volodymyr Zelensky avait également assisté aux cérémonies marquant la réinhumation d'Andriy Melnik, le chef de la faction OUN-M. Une brève clarification s'impose ici, car ces abréviations reviendront tout au long de cet épisode. UPA signifie Armée insurrectionnelle ukrainienne, une formation armée de la clandestinité nationaliste ukrainienne qui a opéré principalement pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les premières années qui ont suivi sa fin. Dans le récit ukrainien, l'UPI est présenté avant tout comme un mouvement pour l'indépendance nationale. Sa lutte contre l'Union soviétique est particulièrement importante. Pour de nombreux Ukrainiens, en particulier dans l'ouest du pays, l'UPA démontre que la résistance ukrainienne à l'impérialisme russe et soviétique a des racines historiques profondes. Après 2014 et encore plus après l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, cette dimension de la mémoire nationale est devenue de plus en plus puissante. Une formation qui avait autrefois été un symbole régional et une source de controverses politiques a été progressivement intégrée dans un récit national de résistance à Moscou. Cependant, dans la mémoire historique polonaise, l'UPA signifie quelque chose de totalement différent. Le massacre de civils polonais en Volhynie et en Galicie orientale. Des villages incendiés, femmes, enfants et personnes âgées assassinées. Des dizaines de milliers de personnes tuées, dont la plupart n'ont toujours pas de tombe, pas de croix et aucun nom inscrit sur un mémorial. Selon les estimations les plus souvent citées par les historiens, et en particulier les recherches du professeur Grzegorz Motyka, environ 100 000 civils polonais auraient pu être tués entre 1943 et 1945. Pour les Polonais, donc, le sigle UPE fait référence à une formation associée à l'un des crimes les plus traumatisants de la mémoire historique polonaise du XXe siècle. OUN, quant à lui, signifie Organisation des nationalistes ukrainiens, un mouvement politique et idéologique fondé avant la guerre qui est devenu le principal vecteur du nationalisme intégral ukrainien. En 1940, l'OUN s'est scindé en deux principales factions, l'ONB, associé à Stepan Bandera, et l'ONM, associé à Andriy Melnik. Pour revenir à la chronologie, la décision de Zelensky a aussitôt suscité l'indignation en Pologne. Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration avertissant que de telles décisions pourraient être exploitées par la propagande russe pour affaiblir les relations polono-ukrainiennes et saper le partenariat stratégique entre nos pays. Le président polonais Karol Nawrocki est allé encore plus loin, suggérant que Zelensky pourrait être privé de la plus haute distinction de l'État polonais, l'Ordre de l'Aigle blanc. La partie ukrainienne a ensuite tenté d'expliquer la décision, notamment par des déclarations du ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha et de Kirill Boudanov, le chef du bureau présidentiel, qui s'est rendu à Varsovie le 6 juin. Ils ont souligné que cette décision n'avait, je cite, « aucune intention anti-polonaise ». Néanmoins, Volodymyr Zelensky n'a fait aucune tentative concrète pour désamorcer le différend. En conséquence, le 19 juin, Nawrocki a mis sa menace à exécution et a retiré la décoration au président ukrainien. Mais Zelensky n'était pas le seul à rendre cette distinction. D'autres ont suivi volontairement, notamment les précédemment mentionnés Kirill Boudanov et Andriy Sybiha, ainsi que Vassyl Bodnar, l'ambassadeur d'Ukraine en Pologne, et trois anciens présidents ukrainiens, Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko et Petro Poroshenko. Poroshenko a ensuite reconnu qu'une campagne coordonnée pour rendre les distinctions avait été discutée à l'avance au cas où Nawrocki prendrait une telle décision. À ce moment, le différend n'était plus seulement un affrontement entre Zelensky et Nawrocki. C'est devenu une réponse démonstrative d'une partie importante de l'establishment politique ukrainien à la décision du président polonais. Pendant ce temps, les hommes politiques polonais ont commencé à déclarer qu'ils ne soutiendraient pas l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne tant que Kyiv n'aurait pas fait face à son propre passé lié à l'UPA. Ces déclarations sont venues de tout le spectre politique. Le ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, membre de la coalition au pouvoir, le chef de l'opposition, Jarosław Kaczynski, et de manière plus indirecte, le Premier ministre Donald Tusk. La crise ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours plus tard, un autre geste hautement symbolique a eu lieu. Volodymyr Zelensky s'est retiré de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine à Gdańsk, en Pologne, une conférence consacrée à la reconstruction de l'Ukraine et co-organisée par la Pologne.
La délégation ukrainienne était finalement dirigée par la première ministre, Yulia Sviridenko. Cela pourrait bien sûr être interprété comme une tentative de séparer le différend politique d'une conférence économique. Symboliquement, cependant, le message était sans équivoque. Au plus fort de la crise la plus grave avec Varsovie depuis des années, le président ukrainien n'est pas apparu en Pologne lors d'un événement consacré à la reconstruction de son propre pays. Dans le même temps, l'échange de gestes symboliques a commencé à aller dans la direction opposée. Jarosław Kaczynski a annoncé qu'il rendrait l'ordre ukrainien du prince Yaroslav le Sage, qu'il avait reçu en 2022. Ensuite, lors des célébrations de la journée de la Constitution de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a annoncé un projet de loi visant à établir un panthéon national ukrainien. Il a ajouté que personne ne dicterait à l'Ukraine comment elle doit vivre, qui elle doit remercier ou quel héros elle doit honorer. En Pologne, ces propos ont été interprétés comme une nouvelle escalade, d'autant plus que des questions se sont immédiatement posées quant à savoir si un tel panthéon pourrait inclure des figures telles que Stepan Bandera ou Roman Szukiewicz, tous deux largement considérés en Pologne, en tant que dirigeants des activités criminelles de l'UPA. Ceci n'est bien sûr qu'un récit très condensé. Cela soulève plus de questions que cela n'apporte de réponses, mais cela nous présente la dynamique qui s'est intensifiée de façon si spectaculaire ces dernières semaines. Examinons maintenant ces questions et cherchons des réponses, car le problème est réellement complexe et nécessite une attention particulière. La première question qu'un observateur neutre, sympathique à l'Ukraine, est susceptible de poser est la suivante. Je cite : « Pourquoi la Pologne ravive-t-elle des griefs historiques au moment où l'Ukraine lutte pour sa survie, et alors même que le combat de l'Ukraine sert les intérêts stratégiques de la Pologne ? » Et c'est une question tout à fait légitime. Le problème, c'est que la Pologne ne ravive pas soudainement ses griefs historiques. Pendant l'ère communiste sous la République populaire de Pologne, la Volhynie était un sujet gênant. Cela concernait des crimes entre des nations qui étaient officiellement présentées comme des nations sœurs du bloc soviétique, un souvenir qui ne correspondait pas au récit approuvé. Les recherches sérieuses n'ont réellement commencé qu'après 1989. Les historiens ont commencé à recueillir des témoignages, des documents et des photographies, et à rechercher les sites des anciens villages polonais. Et c'était encore une période où les histoires de ceux qui avaient été assassinés lors des massacres ou de ceux qui avaient miraculeusement survécu restaient largement répandues dans les familles polonaises. Après tout, nous parlons de dizaines de milliers de personnes. Les premières exhumations des corps des victimes ont commencé. En août 1992, les premiers travaux de ce type ont été réalisés à Ostrovki et Wola Ostrowiecka, où les restes d'au moins 323 personnes ont été retrouvés. Des opérations similaires ont suivi en 2011, 2013 et 2015. Pourtant, comparé à l'ampleur globale des massacres, évaluée à des dizaines de milliers de victimes, ces initiatives sont restées extrêmement lentes et limitées à des sites individuels. Mais malgré tout, elles ont progressivement fait avancer cette question hautement sensible. Parfois, elles étaient accompagnées de gestes de réconciliation au plus haut niveau. En 2003, à l'occasion du 60e anniversaire des massacres de Volhynie, les présidents Alexandre Kwaśniewski et Leonid Kuchma ont rendu hommage ensemble aux victimes et ont évoqué la nécessité de la réconciliation. Dans l'esprit de la formule, je cite, « Nous pardonnons et demandons pardon ». En 2015 cependant, les approches des deux pays concernant la mémoire historique ont commencé à diverger fortement. Cette année-là, l'Ukraine a adopté un ensemble de lois de décommunisation, y compris une législation sur le statut et la commémoration des combattants pour l'indépendance de l'Ukraine. Au XXe siècle, cela concernait entre autres l'ON et l'UPA. Les critiques ont soutenu que la loi offrait une protection officielle à la mémoire de formation qui avait également participé à des crimes contre les Polonais et les Juifs. Un an plus tard, le Parlement polonais a répondu par sa propre résolution. En juillet 2016, ce même Parlement a officiellement qualifié les crimes commis par les nationalistes ukrainiens de génocide. À partir de ce moment-là, la Volhynie est devenue un sujet de division entre les deux pays, non seulement dans le débat historique, mais aussi par des actes officiels de l'État. En avril 2017, un monument illégalement érigé de l'UPA à Kruszowieś, en Pologne, a été démantelé. En réponse, l'Ukraine a ordonné à l'Institut polonais de la mémoire nationale de suspendre les recherches de tombes polonaises sur le territoire ukrainien. Non seulement celles des victimes de Volhynie, mais aussi les lieux de sépulture des soldats de la Première Guerre mondiale,
de la guerre soviéto-polonaise et de la campagne de 1939. Selon l'Institut, ces 2 premières demandes soumises en février et en avril 2017 n'ont reçu aucune réponse officielle, tandis que l'Ukraine a annoncé une interdiction des opérations de recherche menées par l'institution polonaise. La réponse était d'autant plus provocatrice qu'après avoir effectué des travaux archéologiques sur le site du monument démantelé, l'Institut a déclaré qu'il n'y avait aucune base scientifique pour affirmer que des tombes individuelles ou collectives de membres de l'UPA avaient existé à cet endroit. À partir de ce moment-là, entre 2018 et 2024, la partie polonaise a soumis 9 autres demandes officielles à l'Ukraine concernant des recherches et des exhumations, couvrant un total de 65 sites. Chacune d'entre elles a été soit rejetée, soit laissée sans réponse. Rappelons que cette période comprenait déjà les années suivant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors que la Pologne avait soutenu fermement Kyiv dès le tout début. À l'époque, Reuters indiquait que la Pologne voulait un accès total pour ses spécialistes aux sites d'inhumation potentiels, tandis que l'Ukraine continuait de rejeter la qualification de génocide utilisée par la Pologne pour décrire ces crimes, préférant présenter les événements de manière symétrique, comme faisant partie du conflit polono-ukrainien, dans lequel les 2 camps ont subi des pertes. La percée est survenue à la fin de 2024. En novembre, Radosław Sikorski et Andrii Sybiha ont annoncé une position commune dans laquelle l'Ukraine a confirmé qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que des institutions polonaises et des organisations privées mènent des recherches et des exhumations sur le territoire ukrainien, à condition qu'elles respectent la législation ukrainienne. Sybiha a également déclaré que chaque famille avait le droit d'honorer la mémoire de ses ancêtres avec dignité. En avril 2025, des exhumations ont été effectuées dans le village de Poujniki, tandis qu'une autorisation a également été accordée pour les travaux à Ostrovki, Wola Ostrowiecka et Lviv Oloski. Puis, en mai de cette année, est venu le décret nommant une unité militaire d'après les héros de l'UPA, une décision qui a brisé une grande partie de ce qui avait été patiemment construit jusque-là. Pourquoi ? Le génocide en Volhynie et en Galicie orientale reste une part toujours très présente dans la mémoire collective polonaise. De nombreux Polonais ont encore des proches dont les membres de la famille immédiate ont été assassinés ou forcés de fuir ces terres. Leurs histoires rappellent leurs pires cauchemars. Des enfants empalés sur des fourches, des femmes violées en masse puis brutalement tuées. Dans la mémoire historique polonaise, c'est un sujet extrêmement douloureux. Un film, Wołyń, qui retrace ces événements, a également été réalisé, mais il est recommandé uniquement aux spectateurs ayant les nerfs solides. Il n'a jamais été officiellement distribué en Ukraine, et même l'Institut polonais a annulé une projection à Kyiv après des pressions du ministère ukrainien des Affaires étrangères. En même temps, on ne peut pas ignorer le fait que 80 ans se sont écoulés depuis ces événements. Tant que le processus continuait d'avancer à son propre rythme, avec des exhumations progressant peu à peu et une coopération polono-ukrainienne qui se renforçait, Volhynie n'était pas un point de tension politique majeur en Pologne. La société polonaise était certes frustrée par la lenteur des recherches et l'engagement limité de la partie ukrainienne. Et pourtant, lorsque la guerre a éclaté en février 2022, il n'y a jamais eu de véritable questionnement parmi les Polonais sur le fait d'aider ou non les Ukrainiens fuyant l'invasion. Ce n'est pas un hasard si des dizaines de milliers de Polonais ont immédiatement lancé un élan humanitaire citoyen pour ceux qui fuyaient la guerre. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont également trouvé refuge dans ma propre maison. Si le gouvernement polonais avait voulu mettre un pistolet sur la tempe de l'Ukraine à son moment de plus grande vulnérabilité et dire, je cite, « régler la question de la Volhynie ou mourir », c'est précisément à ce moment-là qu'il aurait pu le faire. Avec son pays dos au mur, Volodymyr Zelensky n'aurait eu d'autre choix que d'accepter un tel ultimatum. Pourtant, le gouvernement droit et justice ne l'a pas fait, ce que certains de ses détracteurs, généralement ceux des marges politiques, lui reprochent aujourd'hui. Rappelons que c'est de ce camp politique qu'est issu le président Karol Nawrocki, un homme aujourd'hui accusé d'être, je cite, pro-russe, malgré sa présence sur la liste des sanctions du Kremlin. La réalité, c'est que Varsovie a tout naturellement conclu que la question de la Volhynie n'était pas la plus urgente pour le moment. Mais elle s'attendait tout aussi naturellement à ce que de bonnes relations de voisinage et un soutien total à l'effort de guerre de l'Ukraine
conduisent à des progrès sur les exhumations et à une réévaluation plus large de l'UPA en Ukraine. Car le cœur du différend concerne non seulement la récupération et l'inhumation des victimes, mais aussi la politique historique de Kiev envers l'UPA. Cela soulève la question qui s'impose. Si l'UPA est un symbole d'atrocité pour les Polonais, pourquoi est-elle devenue un symbole de lutte pour la liberté pour certains Ukrainiens ? La réponse tient au fait que la mémoire historique ukrainienne a un tout autre centre de gravité. Dans la conscience polonaise, l'UPA est avant tout associée à la Volhynie et à la Galicie orientale. Dans la mémoire ukrainienne, surtout en Ukraine occidentale, elle a cela été retenue pendant des décennies principalement comme une formation qui a continué à combattre l'appareil de sécurité soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Avec le temps, c'est cette dimension anti-Moscou qui est devenue la plus importante. Après 1991, ce souvenir est resté en partie régional et politiquement contesté pendant de nombreuses années. Dans une grande partie de l'Ukraine, l'UPA était tout simplement inconnue ou perçue négativement. Encore en 2013, selon l'Institut international de sociologie de Kiev, jusqu'à 42% des personnes interrogées considéraient négativement les activités de l'OAN et de l'UPA. En 2022, ce chiffre était tombé à seulement 8%. Les attitudes envers Stepan Bandera ont suivi une trajectoire similaire. Selon une enquête menée en 2012 par le groupe sociologique Rating, 58% des personnes avaient une opinion négative de Stepan Bandera, tandis que seulement 22% en avaient une opinion positive. 10 ans plus tard, ces chiffres se sont complètement inversés. 74% avaient une opinion positive de Stepan Bandera, et seulement 14% une opinion négative. Il convient toutefois de noter que la question reste mal comprise par de nombreux Ukrainiens. Selon l'Institut, jusqu'à 50% des personnes interrogées étaient incapables d'évaluer l'UPA, principalement en raison d'une connaissance limitée de ce que cette formation avait réellement fait. En d'autres termes, dans l'Est et le Sud de l'Ukraine, l'UPA était souvent soit inconnue, soit considérée avec méfiance, soit perçue avec une franche hostilité. Ce n'est que dans l'ouest du pays, elle fonctionnait comme un symbole de continuité dans la lutte pour l'indépendance. Après 2014 suite à l'annexion de la Crimée et au déclenchement de la guerre dans le Donbass, ce symbolisme a pris une nouvelle force et a commencé à se répandre dans tout le pays. L'Ukraine a été contrainte de construire, à grande vitesse, son propre récit historique, détaché du mythe soviétique des soi-disant nations fraternelles et du récit russe d'un passé commun. Dans ce contexte, tout ce qui était associé à la résistance contre Moscou a acquis une valeur supplémentaire. L'invasion à grande échelle de 2022 a encore accéléré ce processus. Pour une nation qui lutte pour sa survie physique, les symboles de résistance disponibles sont devenus des outils de mobilisation, un langage de courage et la preuve que la lutte contre l'impérialisme russe avait des racines historiques profondes. Mais ces symboles n'ont pas été présentés aux côtés de nouveaux symboles. Seule la résistance héroïque des combattants était discutée et mise en avant, tandis que les chapitres plus sombres de leur histoire étaient commodément passés sous silence. De plus, la propagande russe utilisait depuis longtemps le mot bandériste comme une insulte adressée à pratiquement tout patriote ukrainien. En conséquence, certains Ukrainiens ont commencé à se réapproprier cette étiquette, presque comme un acte de défi. Si Moscou qualifie de bandériste toute personne qui rejette la domination russe, alors le mot finit par signifier simplement quelqu'un qui refuse de se soumettre à Moscou. Cela nous amène au cœur du sujet. Le mouvement associé à Stepan Bandera, qui soit dit en passant a des centaines de rues portant son nom à travers l'Ukraine, est devenu si profondément enraciné dans l'identité de certains Ukrainiens en temps de guerre qu'une tentative des Polonais de le remettre en question est perçue comme une atteinte à la souveraineté ukrainienne, voire même comme une forme de, je cite, colonialisme polonais. Une affirmation à laquelle nous reviendrons plus tard. Des responsables ukrainiens et des commentateurs accusent désormais la Pologne de vouloir dicter aux Ukrainiens leur vision de leur histoire, présentant cela comme une prétendue expression déguisée d'un soi-disant instinct impérial qui subsisterait encore au sein de la société polonaise. Pourtant, le cœur du problème est remarquablement simple. Depuis 35 ans, Varsovie réclame la vérité historique sur la Volhynie, une question d'une sensibilité extraordinaire pour les Polonais.
Et pourtant, non seulement la partie ukrainienne n'a pas accéléré ce processus pendant une période de réconciliation historique entre les deux nations, mais elle a progressivement recommencé à utiliser cette question à des fins politiques et même à l'enflammer délibérément, comme avec la décision de nommer une unité militaire d'après les héros de l'UPA, suivie de suggestions selon lesquelles la Pologne voudrait choisir les héros de l'Ukraine. Un seuil sociétal critique a été franchi en Pologne. Le résultat a été quelque chose de rare dans la politique polonaise, un consensus presque total. L'approche de Kiev a été condamnée par les politiciens de la coalition au pouvoir comme de l'opposition, par des commentateurs qui avaient toujours été favorables à l'Ukraine, tout en fournissant de nouveaux arguments aux critiques de longue date de l'Ukraine. Mais encore une fois, dans un effort pour présenter cette histoire comme un dialogue, un observateur extérieur pourrait réagir. D'accord, mais cela reste de l'histoire ancienne. Laissons l'Ukraine mener sa guerre maintenant et régler son passé difficile une fois la guerre terminée. Le fait est que la Pologne n'a jamais conditionné son soutien à l'Ukraine à une quelconque action concernant l'UPA, ce que certains Polonais reprochent aujourd'hui à Varsovie, surtout à la lumière des actions entreprises par le bureau de Volodymyr Zelensky. La Pologne s'attendait simplement à ce que le processus avance, et l'accord Sikorski-Sobieska était un pas dans la bonne direction. La crise actuelle a été déclenchée par l'interruption de ce processus, car la partie ukrainienne devait bien comprendre que la décision du président Zelensky allait faire exploser une poudrière politique en Pologne. Deuxièmement, et c'est encore plus important, du point de vue de l'intérêt national de la Pologne, la guerre actuelle vise effectivement à stopper l'expansion agressive de la Fédération de Russie vers les frontières polonaises. Mais il s'agit aussi de savoir quel type d'État l'Ukraine deviendra après la guerre. C'est pourquoi l'Ukraine a pu compter sur une vague de soutien international aussi extraordinaire. Elle a reçu ce soutien parce que le monde a soutenu son aspiration à se rapprocher des valeurs de la civilisation occidentale, de ses institutions, de ses normes et de ses idéaux. Une façon de mesurer si ces valeurs sont réellement adoptées est de voir si l'identité nationale est fondée sur la vérité historique. Après des années de résistance de la part de Kyiv concernant les recherches sur les massacres de Volhynie, et finalement des tentatives ouvertes de mettre en avant des figures directement associées au génocide de civils, ou la collaboration avec l'Allemagne nazie, les Polonais ont commencé à se demander si les idéaux pour lesquels cette guerre est censée être menée, la liberté, la prospérité, l'égalité, la justice et la vérité historique, sont réellement partagés par l'élite politique ukrainienne et reflétés dans sa vision de l'avenir du pays. Du point de vue de Varsovie, cela est d'autant plus difficile à comprendre que la guerre actuelle a, je cite, créé un panthéon de centaines, voire de milliers, de nouveaux héros dont le courage et la réputation sont incontestables. Pourquoi le centre des opérations spéciales Nord n'aurait-il pas pu être nommé, par exemple, d'après Vitali Skakoun, un ingénieur du génie qui a donné sa vie pour la liberté de l'Ukraine dans les premiers jours de l'invasion? Troisièmement, les Polonais ont le sentiment, d'une certaine manière, qu'on a fini par considérer leur soutien comme allant de soi. Ils ont ouvert leur maison et leur cœur pendant les premiers jours, semaines et mois de la guerre. Le gouvernement polonais a transféré du matériel militaire et des ressources humanitaires, dont la valeur totale était estimée en 2024 à près de 5% du PIB, soit environ 50 milliards de dollars. Pourtant, sur une question qui ne coûterait rien financièrement à Kyiv, l'Ukraine non seulement n'a pas soutenu les efforts de la Pologne, mais a activement intensifié le différend, en présentant l'UPA comme, je cite, une formation héroïque, ce que la Pologne a considéré comme une profonde insulte. Et pourtant, le différend historique ne s'arrête pas là. Les Ukrainiens peuvent certainement soutenir, non sans raison, que leurs propres griefs ne sont pas sortis de nulle part. Pour comprendre les origines de ce contre-contre-argument ukrainien, il faut remonter bien plus loin que la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agit pas d'excuser les massacres de Volhynie, car aucune injustice antérieure ne peut justifier le meurtre de civils, de femmes et d'enfants, mais de comprendre le contexte historique d'où est né plus tard le ressentiment ukrainien envers la Pologne. Pendant des siècles, les terres de l'actuelle Ukraine formaient une vaste zone frontalière, polonaise, lituanienne, ruthène, autrement appelée russe, tatar, cosaque, orthodoxe, catholique et ouniate. Au XVIe et XVIIe siècle, il n'y avait pas de conflit moderne entre Polonais et Ukrainiens
au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Les divisions se faisaient plutôt entre les ordres sociaux, les religions, les langues et les modèles de civilisation concurrents. Les élites de la République des deux nations étaient polonaises et lituaniennes, mais aussi ruthènes, le groupe dont beaucoup d'Ukrainiens se considèrent aujourd'hui comme les descendants. Ces élites, dont beaucoup se sont progressivement polonisées, détenaient le pouvoir politique et économique sur la paysannerie orthodoxe et les Cosaques. Pour de nombreux habitants de Ruthénie, les nobles polonais, le prêtre catholique, les magnates, le domaine et les restrictions imposées aux droits de l'Église orthodoxe se sont progressivement fondus en une seule image de domination étrangère. C'est sur les terres de la Ruthénie historique qu'une grande partie de l'identité ukrainienne moderne allait plus tard émerger. Personne n'incarnait cette région frontalière plus vivement que Jérémy Wisniewski, un prince issu d'une dynastie ruthène, et le fils de Raina Mohylanka, une fervente défenseur de l'orthodoxie et une parente de Petro Mohyla, le métropolite orthodoxe de Kiev. Wisniewski s'est converti au catholicisme et est entré dans l'histoire comme le commandant le plus impitoyable pour réprimer le soulèvement de Khmelnytsky. Les Cosaques se souvenaient de lui simplement comme de l'impitoyable Yaremko. Quelques décennies plus tard, son fils Mikhaïl Korybut fut élu roi de la République des deux nations. En l'espace d'une seule génération, une dynastie de princes ruthènes orthodoxes était devenue un pilier de l'ordre catholique polonais. Ce n'était donc pas un colonialisme pur et simple, au sens moderne du colonialisme d'outre-mer. La Ruthénie faisait partie de la République, et certaines élites ruthènes ont contribué à façonner son système politique. Mais pour les masses paysannes et cosaques, l'expérience pouvait être très différente. La domination par une classe de propriétaires terriens, socialement, religieusement et culturellement étrangères. C'est de ces tensions que sont nées les rébellions cosaques, surtout le soulèvement de Khmelnytsky de 1648, qui est devenu l'un des fondements du récit ukrainien de la résistance à l'oppression polonaise. Selon de nombreux historiens ukrainiens, le mouvement national ukrainien moderne considère le soulèvement de Khmelnytsky et l'Hetmanat cosaque comme des pierres angulaires de l'État ukrainien. Ce long contexte historique est revenu avec une force particulière pendant la Seconde République polonaise. Après 1918, des millions d'Ukrainiens se sont retrouvés à l'intérieur des frontières de l'État polonais, souvent dans des territoires où ils constituaient la majorité locale. Selon des recherches publiées par l'Institut polonais de la mémoire nationale, environ 5 millions d'Ukrainiens vivaient dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, soit environ 16% de la population du pays. Et ils faisaient partie des principales communautés de Galicie orientale et de Volhynie. Pour beaucoup, la Pologne n'était pas leur pays. Mais il est important de se rappeler cependant que la Pologne venait tout juste de réapparaître sur la carte après 123 ans de partition par la Russie, l'Allemagne et l'Autriche. Ce n'était pas une grande puissance, mais un État qui essayait désespérément d'éviter une répétition de la tragédie du siècle précédent. En même temps, elle était loin d'être ethniquement homogène. Il vaut cependant la peine de se rappeler que cette histoire aurait pu se dérouler très différemment et que pendant un bref instant, ce fut le cas. En avril 1920, Józef Piłsudski, chef d'État polonais, forma une alliance avec Szymon Petliura, le dirigeant de la République populaire d'Ukraine. La Pologne reconnut le droit de l'Ukraine à l'indépendance et les troupes polonaises et ukrainiennes avancèrent ensemble vers Kiev dans une tentative de l'arracher aux bolcheviks. Derrière cette alliance se trouvait la vision fédéraliste plus large de Piłsudski, selon laquelle une Ukraine indépendante n'était pas une menace, mais une condition préalable à la sécurité de toute la région face à la Russie. Pourtant, le projet fut finalement enterré par la guerre et l'épuisement des deux camps. Le traité de Riga de 1921 conclut sans la participation des Ukrainiens à partager les terres entre la Pologne et l'Union soviétique. Lorsque Piłsudski rendit visite plus tard aux soldats internés de Petliura, il leur dit cette phrase restée célèbre : « Messieurs, je vous présente mes excuses. » Petliura a été assassiné 5 ans plus tard à Paris par un agent soviétique. À Kiev aujourd'hui, Piłsudski est parfois présenté comme un occupant polonais et un ennemi de l'indépendance ukrainienne. Mais la vérité, comme toujours, est bien plus nuancée. En conséquence, les années 20 et 30 ont vu l'émergence d'un cercle vicieux. Il était alimenté par le souvenir encore vif
d'une guerre d'indépendance nationale perdue et par les promesses non tenues des premières années d'après-guerre. L'autonomie promise à la Galicie orientale n'a jamais été instaurée, une université ukrainienne n'a jamais été créée, et les écoles ukrainiennes ont été massivement transformées en établissements bilingues. Le radicalisme a pris racine dans cet environnement. Dès 1921, un membre de l'organisation militaire ukrainienne, ou UVO, a tenté d'assassiner Piłsudski à Lviv. L'organisation elle-même a mené des campagnes de sabotage et de terreur dont les victimes comprenaient non seulement des Polonais, mais aussi des Ukrainiens favorables à un compromis avec l'État polonais. L'assassinat en 1922 du poète Sidoryt Tverdoklip, qui s'était présenté aux élections au Parlement polonais, est devenu un symbole précoce de cette stratégie. La logique consistant à éliminer d'abord ses propres conciliateurs allait se répéter à maintes reprises. En 1931, l'OUN a assassiné Tadeusz Hołówko, l'un des hommes politiques les plus favorables aux Ukrainiens en Pologne. En 1934, elle a assassiné Ivan Babi, le directeur ukrainien d'un lycée à Lviv. L'État polonais a répondu par la répression, la surveillance policière et des restrictions sur l'éducation ukrainienne. Le symbole le plus puissant de cette politique fut la soi-disant pacification de 1930, une campagne de répression contre la population ukrainienne de Galicie, lancée en réponse à plus de 2000 actes de sabotage et d'incendies criminels, mais appliquée collectivement et donc également dirigée contre des innocents. Elle fut retenue comme l'humiliation de toute une communauté ukrainienne. De cette manière, avant la Seconde Guerre mondiale, une conviction s'est installée au sein d'une partie de la société ukrainienne, selon laquelle la Pologne n'était pas une alliée dans la lutte pour l'indépendance, mais encore un État oppressif faisant obstacle aux aspirations ukrainiennes. C'est sur ce terrain que l'OUN a pu construire sa propagande radicale. Dans cette vision, le mineur polonais, le colon polonais, le policier polonais et le fonctionnaire polonais n'étaient plus des voisins, mais des éléments d'un système d'occupation. Et lorsque l'État polonais s'est effondré en 1939 sous les coups de l'Allemagne et de l'Union soviétique, cette rancœur a été déchaînée par la guerre. Reconnaître les échecs de la Seconde République polonaise envers sa minorité ukrainienne ne doit cependant pas conduire à une fausse équivalence entre la Pologne et l'Empire russe, ou plus tard l'Union soviétique, un récit de plus en plus souvent repris en Ukraine. La politique polonaise envers les Ukrainiens a parfois été assimilationniste, dure, brutale et à courte vue. Mais ce n'était pas la même chose que le projet russe et soviétique de destruction de l'identité ukrainienne. Pendant des décennies, l'Empire russe a systématiquement restreint la langue ukrainienne, notamment par la circulaire de Valouïev et Loukas Dems, qui visait l'édition, l'éducation et la culture ukrainienne. L'Union soviétique est allée beaucoup plus loin. Après une brève période d'ukrainisation, sont venues la collectivisation, l'holodomor, l'épuration de l'élite nationale, la terreur du NKVD, la russification et la destruction physique de groupes sociaux entiers. L'objectif n'était pas seulement le contrôle politique, mais de briser la capacité de la nation ukrainienne à exister de manière indépendante. La Seconde République de Pologne n'en était pas un. C'était un État-nation qui, dans des conditions de danger extérieur immenses, a tenté de consolider un territoire très diversifié, et l'a souvent fait par des méthodes qui doivent aujourd'hui être jugées de manière critique. L'éducation ukrainienne était restreinte, des politiques de colonisation ont été menées, une pression polonaise a été exercée, et la campagne de pacification de 1930 est entrée dans la mémoire ukrainienne comme un symbole d'humiliation. Cependant, en même temps, la Pologne comptait des partis politiques ukrainiens, des membres du Parlement, des organisations civiques, des journaux, des coopératives, des églises orthodoxes et gréco-catholiques, ainsi qu'une vie culturelle active. Ce n'était pas un système conçu pour éradiquer physiquement la nation ukrainienne. Un autre chapitre douloureux dans la mémoire ukrainienne est l'opération Vistule, menée après la Seconde Guerre mondiale en 1947 par les autorités communistes polonaises. Elle impliquait la déportation forcée des communautés ukrainiennes, Lemko et Bojko, du sud-est de la Pologne, vers les soi-disant territoires recouvrés à l'ouest et au nord du pays. L'opération reposait sur la logique de la responsabilité collective. Elle visait non seulement les structures de l'UPA, mais aussi des communautés entières considérées comme la base de soutien de la résistance ukrainienne. Cela aussi doit être rappelé par son nom,
Une profonde injustice infligée à des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur foyer, leur communauté locale et la continuité de la vie sur leurs terres ancestrales. En même temps, il faut souligner que l'opération a été coordonnée par les autorités communistes déjà subordonnées à Moscou. Il est donc légitime de parler de domination polonaise, d'échec politique, de discrimination et de promesses d'autonomie non tenues, mais présenter cela comme une simple continuation de l'impérialisme russe ou soviétique est une déformation historique. Pour beaucoup d'Ukrainiens, la Pologne était un État étranger et oppressif, mais ce n'était pas un État cherchant à transformer les Ukrainiens en Polonais ou à les anéantir en tant que nation sur le plan biologique. Ici, une ligne claire doit être tracée. Oui, les Ukrainiens ont subi de véritables injustices, de l'humiliation, des inégalités sociales et des échecs brutaux de la politique polonaise envers la minorité. Oui, l'État polonais n'était pas seulement un État de droit et de liberté, mais aussi un État d'assimilation, de discrimination et de pression policière. Mais rien de tout cela n'explique la transition du conflit politique au meurtre systématique de villages entiers habités par des civils, de communautés qui souvent n'avaient aucun lien avec le gouvernement central à Varsovie. Le ressentiment peut aider à expliquer l'atmosphère, mais il ne peut en aucun cas justifier un génocide au cours duquel 100 000 personnes innocentes ont été délibérément et brutalement assassinées. Malheureusement, le bain de sang ne s'est pas arrêté là. En représailles au massacre de Volhynie et dans le chaos plus large du conflit polono-ukrainien, de 1943 à 1947, des unités de la résistance polonaise, avant tout les formations orientales de l'armée de l'intérieur, les bataillons paysans et plus tard des organisations nationalistes, ont mené des opérations de représailles contre la population ukrainienne. Les civils étaient souvent parmi les victimes. Selon les estimations, les représailles polonaises ont fait entre 10 000 et 15 000 morts ukrainiens, la plupart sur des territoires qui font aujourd'hui partie de la Pologne. Certaines de ces actions, comme l'attaque contre Sakari en mars 1944, lorsque des unités de l'armée de l'intérieur et des bataillons paysans ont frappé des villages ukrainiens dans la région de Chełm, ne peuvent pas être qualifiées de légitime défense et doivent être appelées par leur nom. Il s'agissait de crimes de guerre. Cela aussi doit être dit clairement. Les Polonais ont également incendié des villages ukrainiens et tué des femmes et des enfants ukrainiens. Pas parce qu'ils étaient membres de l'UPA, pas parce qu'ils avaient participé à des crimes, mais simplement parce qu'ils appartenaient à une communauté considérée collectivement comme hostile. Pourtant, ici aussi, la proportion et la précision sont essentielles. Certaines opérations, y compris l'attaque contre Sakari et les villages voisins en mars 1944, étaient en effet des actes de représailles. Ce furent des crimes et des actes de punition collective contre des civils. Mais ils ne résultèrent pas d'une décision centrale de l'État clandestin polonais ou du haut commandement de l'armée de l'intérieur visant à éliminer ou exterminer les Ukrainiens en tant que communauté nationale. Et c'est là la distinction fondamentale entre ces actions et la campagne menée par l'ONB et l'UPA. En Volhynie et en Galicie orientale, nous sommes confrontés à une campagne planifiée et idéologiquement justifiée de nettoyage ethnique menée par les structures du mouvement nationaliste ukrainien, afin d'éliminer les Polonais des territoires envisagés comme faisant partie d'un futur État ukrainien. C'est aussi pourquoi le simple mot génocide divise les Polonais et les Ukrainiens. La partie polonaise considère la campagne anti-polonaise de l'UPA en Volhynie et en Galicie orientale comme une campagne planifiée de nettoyage ethnique présentant des caractéristiques génocidaires. La partie ukrainienne évite ce terme, préférant des expressions comme la tragédie de Volhynie et le conflit polono-ukrainien, ou encore la violence dans laquelle les deux camps ont subi des pertes. Le professeur Grzegorz Motyka cite la propre doctrine de guerre de Mikhailo Kołodziejski, qui appelle explicitement à ce que l'élément polonais soit, je cite, « balayé des terres ukrainiennes occidentales », et pour la création d'un territoire qui serait, je cite, « nationalement homogène ». Motyka écrit également qu'à la fin de 1942, la direction de l'OAN de Bandera a décidé de créer des unités de partisans qui deviendraient plus tard l'UPIK, et d'abord, je cite, « expulser les Polonais et les Juifs sous menace de mort ». Selon Motyka, l'UPE a massacré les habitants du village de Parochla dès le 9 février 1943, et à partir de mars, les tueries sont devenues systématiques et généralisées. Leur coordination à la fois dans le temps et sur le territoire
indique également un génocide. Le 11 juillet 1943, des unités de l'UPA ont lancé des attaques simultanées et concentriques contre 99 villages polonais. L'Institut polonais de la mémoire nationale décrit également des assauts coordonnés dans plusieurs municipalités et districts. Une opération de ce type nécessitait de la reconnaissance, la transmission d'ordres et la mobilisation de compagnies de l'UPA, de milices villageoises et de civils locaux. Une figure clé était Mitro Kłaczkiewski, connu sous le nom de Klim Sor, membre de la direction de l'OEN et commandant de l'UPA en Volhynie. Selon l'Institut, en juin 1943, il a donné une directive orale appelant à, je cite, « la liquidation physique générale de toute la population polonaise ». Le témoignage de Yuri Stelmachuk, connu sous le nom de Rudy, indique également que Kłaczkiewski lui a ordonné d'exterminer les Polonais du district de Kowal. C'est pourquoi, dans une interview de 2018 accordée au site ukrainien Zik, l'historien ukrainien respecté Yaroslav Hrycak a déclaré clairement, je cite, « En Volhynie, avec un haut degré de probabilité, un acte de génocide a eu lieu, dont la responsabilité principale incombe à la partie ukrainienne. Mais prétendre qu'un côté était coupable et l'autre entièrement innocent est soit cynique, soit naïf. Les Polonais portent la responsabilité avant tout de la politique du gouvernement polonais d'entre-deux-guerres envers les minorités nationales en général et envers les Ukrainiens en particulier. Cette politique, aggravée par les circonstances de la guerre, a créé une situation dans laquelle un tel conflit est devenu hautement probable. » Hrycak a ajouté qu'il savait que la plupart des Ukrainiens n'aimeraient pas cette évaluation. Mais les Ukrainiens devaient avoir le courage d'affronter leur histoire. Chaque nation a de tels chapitres, a-t-il soutenu, et les Ukrainiens ne devraient pas prétendre être une exception. Dans la même interview, il a cité l'Allemagne comme modèle, un pays qui a condamné sans équivoque les crimes de ces deux régimes totalitaires et qui aujourd'hui se trouve au cœur d'une Europe unie. Il a également souligné qu'un tel travail de mémoire doit avoir lieu même en temps de crise et de guerre, car affronter l'histoire est le meilleur chemin vers un avenir digne. Hrycak faisait également partie des chercheurs qui ont signé une lettre commune des historiens polonais et ukrainiens en décembre 2024. En expliquant sa décision, il a déclaré, je cite, « Les Polonais ont aidé l'Ukraine en 2022, mais ils n'ont pas oublié la Volhynie. » Certains commentateurs ukrainiens ont accusé la Pologne d'hypocrisie, affirmant que la Pologne honore l'armée de l'intérieur malgré les chapitres plus sombres de son histoire, tout en refusant à l'Ukraine le droit de faire de même avec l'UPA. Il est vrai que la Pologne honore l'armée de l'intérieur comme un symbole de la lutte pour l'indépendance. Mais l'historiographie polonaise ne prétend pas que chaque unité de l'armée de l'intérieur et chaque opération menée par la résistance polonaise était moralement irréprochable. Là où des civils ukrainiens ont été assassinés, les historiens polonais ont qualifié ces actes de crimes. Les différends portent sur leur ampleur, leur contexte et la responsabilité, pas sur la question de savoir si tuer des femmes et des enfants était un acte d'héroïsme. La Pologne attend la même chose de l'Ukraine dans son traitement de l'UPA. Il ne s'agit pas d'effacer tout l'héritage de résistance à Moscou, mais d'admettre clairement que cette histoire inclut aussi un crime de masse, un génocide contre des civils polonais. Pour résumer, la Pologne n'exige pas de compensation de l'Ukraine pour des crimes commis il y a longtemps. Des crimes dont les Ukrainiens vivant aujourd'hui ne portent aucune responsabilité. Ce que la Pologne exige, c'est la vérité historique, la volonté d'appeler les choses par leur nom et la coopération dans l'enquête sur les crimes afin que des dizaines de milliers de victimes puissent enfin recevoir une sépulture digne et une tombe. La vérité historique, cependant, exige de décrire l'UPA dans son ensemble, comme une formation qui a combattu contre la domination soviétique, mais aussi comme une organisation dont la propre direction a planifié et exécuté le génocide d'environ 100 000 civils polonais. Les deux affirmations sont vraies. C'est pourquoi les Polonais voient dans le fait de donner à une unité militaire le nom des héros de l'UPA un hommage à des personnes ayant participé à un génocide. Le professeur Motyka, le principal spécialiste polonais du conflit polono-ukrainien, a abordé cette question à plusieurs reprises. Sa position académique est sans équivoque. Les massacres de Volhynie étaient une opération planifiée de manière centralisée.
menée, comme il le souligne, sa durée peut être établie presque au jour près, du 9 février 1943 au 18 mai 1945. On ne peut pas l'écarter comme étant l'œuvre d'unité ou d'individus isolés. Pourtant, le même Motika a publiquement critiqué la décision de retirer à Zelensky l'ordre de l'Aigle blanc, la qualifiant de disproportionnée. La décoration lui avait été décernée pour sa défense de l'Ukraine contre l'agression russe. Les circonstances qui la justifiaient n'avaient pas changé. Alors, qu'attendent précisément les historiens polonais et l'État polonais ? La liste est courte et est restée essentiellement inchangée depuis 30 ans. Premièrement, des exhumations systématiques plutôt que des travaux occasionnels sur des sites isolés. Avec environ 100 000 victimes, les enquêtes menées jusqu'à présent n'ont couvert qu'une fraction des lieux de massacre, et la plupart des morts n'ont toujours pas de sépulture. Deuxièmement, le droit à une commémoration digne. Une croix, une plaque, un nom. Là où reposent les victimes. Troisièmement, une description honnête de la nature du crime, sans se réfugier derrière des formules comme, je cite, « conflit avec des victimes des deux côtés » ou en créant une fausse symétrie. Quatrièmement, cesser l'hommage officiel aux auteurs des crimes. Il est possible de commémorer la résistance anti-soviétique sans ériger de monuments à des hommes qui ont ordonné la destruction de villages polonais. Et cinquièmement, un retour à une table commune d'historiens, pour laquelle une base existe déjà dans la déclaration conjointe de décembre 2024, signée également par Hritsak et Motika. Motika soutient depuis des années qu'aucune réconciliation durable ne peut être construite sans vérité historique et une commémoration digne des victimes. Mais il a également déclaré que les querelles institutionnelles autour des exhumations, surtout en temps de guerre, sont scandaleuses et que la seule voie à suivre est de réunir les responsables des deux pays autour d'une même table. L'Ukraine a également une demande légitime, le respect et l'entretien des tombes et mémoriaux ukrainiens légalement établis en Pologne. Et la Pologne devrait traiter cette demande avec exactement le même sérieux qu'elle attend de l'Ukraine en Volhynie. Un article conciliant a également été publié par Oleksandr Souchko, politologue et militant civique ukrainien, dans le média très lu ZNUA. En discutant de l'escalade actuelle entre Varsovie et Kiev, il soutient que, je cite, « toute analyse sérieuse nécessite un aveu honnête. Le différend concernant l'UPA et la Volhynie est réel. Il n'est ni fictif, ni simplement un débat instrumentalisé sur le passé. La partie ukrainienne ne peut pas rejeter la question comme si elle n'existait pas et avait simplement été inventée de toutes pièces. » Fin de citation. Mais surtout, Souchko cherche également des moyens de désamorcer les tensions. Parmi d'autres mesures, il appelle à la poursuite et à l'élargissement du processus d'exhumation, écrivant que, je cite, « la reprise des travaux d'exhumation en Volhynie en 2025 est l'étape concrète la plus importante de l'Ukraine vers la réconciliation. Cela importe non pas comme une concession, mais comme un geste qui permet aux familles polonaises d'enterrer leurs proches et d'accomplir leurs devoirs envers le passé. » Fin de citation. Une autre solution possible aux différends serait, je cite, de clarifier la politique d'hommage aux soldats de l'UPA. Comme le dit Souchko, je cite, « il pourrait être précisé en particulier que ce qui est glorifié, ce n'est pas l'UPA en tant qu'institution dans son ensemble, ni tous ses commandants, mais des chapitres spécifiques de l'histoire des partisans ukrainiens combattant l'occupation allemande, et dans une mesure encore plus grande, l'occupation soviétique. » Fin de citation. À cela, il faudrait ajouter une condition essentielle. Il devrait être absolument clair que cette commémoration concerne uniquement les unités et les individus qui n'ont pas participé aux campagnes d'extermination en Volhynie et en Galicie orientale. Une chose est certaine, les deux parties affirment que Moscou est le seul bénéficiaire du conflit actuel. Et c'est vrai, le Kremlin prospère grâce à la politique du diviser pour mieux régner, et ce différend s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. Mais tous les désaccords entre la Pologne et l'Ukraine ne peuvent pas simplement être écartés de cette manière. Des problèmes jetés à répétition dans le même baril de poudre finiront par exploser, et c'est ce qui s'est passé récemment. Pourtant, personne en Pologne, à part une poignée d'extrémistes idéologiques, n'a l'intention d'entraver la lutte de l'Ukraine contre l'occupant. Résister à la Russie reste une priorité stratégique, et la Volhynie ne change rien à cela. Il faut néanmoins reconnaître avec regret que la période de rapprochement extraordinaire entre les deux nations
commencée en 2022, a été gâchée et qu'elle est désormais terminée. Rien n'indique non plus que les relations reviendront de sitôt à une base relativement stable. La rupture du mois dernier a produit un consensus politique et stratégique clair en Pologne. Varsovie ne soutiendra pas l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, à moins que Kyiv n'aborde la question de la Volhynie avec les normes et l'intégrité historique attendues d'un membre de la communauté européenne. Bruxelles a signalé la même position le 8 juillet, lorsque le Parlement européen a qualifié d'inutile et gratuite la décision du président ukrainien de nommer une unité des forces armées, les héros de l'UPA. Mercredi dernier, le Parlement a adopté une résolution exprimant ses regrets face à l'escalade du président ukrainien, avec 592 membres ayant voté en faveur. La Chambre a également exprimé ses regrets face au manque de considération pour la sensibilité polonaise concernant les massacres de Volhynie. Citation. « En tant que groupe PPE, nous regrettons la décision de renommer l'unité car cela était inutile. Et cela détourne l'attention de ce qui est nécessaire en ce moment », a déclaré Thijs Rutten, un membre néerlandais du groupe SND impliqué dans la supervision du processus d'adhésion de l'Ukraine. Michel Gall d'Allemagne, du groupe PPE, rapporteur principal sur les progrès de l'Ukraine, a déclaré au Parlement, citation, « Je considère cela comme une erreur politique car cela blesse les sentiments des citoyens polonais et des descendants d'autres victimes. Le fait que ces groupes de l'UPA aient également combattu contre Staline et pour l'État ukrainien ne peut en aucun cas compenser, neutraliser ou même justifier les atrocités qu'ils ont commises. Nul individu ou organisation ne peut être jugé de manière sélective au regard de ces actes. » Il a poursuivi, venant du pays qui a infligé les plus grandes atrocités à d'autres nations au XXe siècle. Je suis reconnaissant que le but et l'héritage de l'Union européenne sont de garantir que ceux qui en font partie ne s'infligent plus jamais de telles horreurs les uns aux autres. Fin de citation. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a exprimé un avis similaire. Il ne peut y avoir de communauté européenne sans réconciliation, et il ne peut y avoir de réconciliation sans faire face à une histoire douloureuse. Ce même jour, cependant, Kirill Oboudanov, déjà mentionné, a réagi à la possibilité de conditionner l'adhésion de l'Ukraine à l'UE à une confrontation avec l'héritage de l'UPA. Je cite, « L'Ukraine n'acceptera aucun ultimatum de qui que ce soit. La Russie a récemment tenté de nous imposer un ultimatum et elle est plus puissante que la Pologne. Nous n'avons pas accepté son ultimatum. » Fin de citation. En Pologne, cette déclaration a été interprétée comme une nouvelle escalade, mettant un pays qui a aidé l'Ukraine pendant 4 ans au même niveau que la Fédération de Russie criminelle. Sur un ton plus conciliant, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiha a proposé un ensemble de mesures anti-crise, comprenant une réunion d'historiens et l'implication de chefs religieux dans le dialogue. Si vous êtes arrivé ici, vous vous souvenez sans doute que j'ai commencé cet épisode en disant que parler de ce sujet, c'était comme marcher dans un champ de mines. Arrivé à la fin, je le pense toujours. Je sais que certains spectateurs ukrainiens et fortement pro-ukrainiens diront que ce point de vue est sélectif et faux. Certains spectateurs polonais peuvent penser que j'ai trop expliqué le point de vue ukrainien. Cela semble inévitable quand on évoque honnêtement une blessure que les deux nations gardent en mémoire si différemment. Le silence aurait été plus facile, mais à mon avis, moins honnête. J'ai soutenu la lutte de l'Ukraine dès le premier jour de l'invasion. Des Ukrainiens fuyant la guerre ont été accueillis chez moi. Rien dans cet épisode ne change ma conviction que l'Ukraine a le droit de défendre son indépendance et que la guerre menée par la Russie contre elle est criminelle. Mais la solidarité ne peut pas exiger le silence et l'amitié ne peut pas se construire sur l'attente qu'une nation doive oublier ses morts pour protéger la sensibilité d'une autre. J'espère que l'Ukraine et la Pologne trouveront une solution à cela.